Bonjour. Dans le cours précédent, nous avons appris, grâce à l'analyse émotionnelle, nous avons appris à identifier la nature des différentes grandeurs physiques. Nous avons aussi appris à les quantifier grâce aux différentes unités de mesure. Maintenant, en revenant à cette histoire-là de grandeur physique, les grandeurs physiques se scindent en deux catégories. Il y a des grandeurs qui ont besoin d'être orientées et celles qui n'en ont pas besoin d'être orientées. Si nous prenons par exemple la masse, la température, le temps, leur quantité, leur grandeur peut être exprimée uniquement avec un nombre suivi d'une unité. Nous n'avons pas besoin à modifier une quelconque orientation. Par contre, pour des grandeurs telles que la vitesse, la force, là, nous devons montrer l'orientation parce que l'histoire qui se produit diffère selon l'orientation de cette grandeur-là. Donc, les grandeurs qui n'ont pas besoin d'être orientées, on les appelle grandeurs scalaires. Et les grandeurs qui ont besoin d'être orientées, on les appelle grandeurs vectorielles. Pourquoi? Parce qu'un scalaire, tout simplement, un élément d'un espace affine, c'est-à-dire qui correspond à un espace ordinaire, comme celui qui nous entoure. Un point, au niveau d'un point, on peut avoir, par exemple, la température en degrés Kelvin. Et puis, en un autre point, on peut avoir une autre valeur. Un élément de cet espace-là, on appelle un scalaire. Maintenant, il y a un autre espace qu'on appelle un espace de vecteurs. Et dans cet espace de vecteurs, il y a un autre être mathématique qui a une partie qui montre sa grandeur comme le scalaire, mais qui en plus nous montre son orientation. Et on l'appelle vecteur. Donc, on a un scalaire et nous avons un vecteur. Maintenant, pour distinguer un scalaire d'un autre scalaire, nous devons les identifier. Et lorsqu'on les identifie, il nous faut une sorte de repère. J'ai dit que dans l'espace ordinaire, l'espace affine, donc il y a des points. Maintenant, comment différencier un point d'un autre? Il nous faut un repère. Selon son éloignement du repère, sa position par rapport à l'origine de ce repère-là, on peut différencier un point d'un autre. Donc, la position de ce point-là est donnée par ce qu'on appelle des coordonnées. Et les coordonnées dépendent du système de coordonnées, c'est-à-dire le type de repère qu'on choisit. Donc, usuellement, au niveau de la première AST, nous utilisons plus souvent ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes, dans un espace à 3 dimensions, ce sont les coordonnées, vous connaissez, X, Y, Z. Donc, le choix le plus judicieux d'un repère, généralement, c'est un repère orthonormé. Ortho, ça veut dire que les axes sont orthogonaux entre eux. Là, ici, nous avons un plan, 2 axes. Maintenant, si nous travaillons dans l'espace, donc je vais avoir un troisième axe qui est perpendiculaire à ces 2 axes-là. Donc, ortho, c'est par rapport à l'orthogonalité, c'est angle droit, et normé, parce que nous avons enfin une base
suivant laquelle on peut identifier un point, son éloignement, une sorte d'unité qui nous montre la position de ce point-là dans ce repère-là. Voilà, donc orthonormé. Voilà, donc nous avons X, Y et Z. On appelle ça coordonnées cartésiennes. Tout simplement parce que celui qui les a inventés, c'est Descartes. Cartésien, c'est relativement à Descartes qui se dit en latin Cartésius. Maintenant, on peut aussi identifier la position d'un point, le différentiel d'un autre, avec d'autres systèmes de coordonnées. On peut avoir par exemple ce qu'on appelle les coordonnées polaires. C'est pas sorcier. Si vous vous rappelez, pour un nombre complexe, peut être écrit comme ça. Et vous avez appris au lycée qu'on peut associer à chaque nombre complexe un point où x représente la partie réelle et y la partie imaginaire. Donc je vais associer un point avec les coordonnées x, y. Je dis bien dans un point. Maintenant, le nombre complexe, il a une autre écriture. Ça s'écrit aussi comme ça. Z est égal à R, cosinus θ, plus I sinus θ, où R est son module et θ est son argument. Maintenant, puisqu'il s'agit du même nombre complexe, donc il s'agit toujours du même point. Si on considère que ce point a comme coordonnée cartésienne y. Donc, on peut aussi l'identifier avec d'autres paramètres. Donc, R et θ. Si nous connaissons R et θ, on peut identifier ce point-là. Et dans ce cas-là, le repère, il sera comme ça. Prenons un plan. Donc, là, nous aurons un pôle, disons c'est O, et ça, on appellera un axe polaire. Maintenant, si on considère un point M, donc sa position, représentée par regardez cette distance-là, OM, ça va correspondre à R. Et puis l'angle que forme cette droite-là, avec l'axe polaire, correspondra à θ. Argument du nombre complexe et son module. Donc, si R est égal à 4, en définissant une unité, donc, je dirais que R est égal à 4, par exemple. Si θ est égal à pi sur 3 par exemple. On peut représenter un point, on a ces deux valeurs-là. Donc, Rθ ou xy, ce sont deux façons différentes de localiser un point. D'accord? Maintenant, je viens de dire que le point, quand associe un nombre complexe, est dans un plan. Bien sûr. Maintenant, si nous voulons travailler dans l'espace, il nous faut une troisième coordonnée. Donc, pour travailler dans l'espace, je peux faire ainsi. R et θ, je rajoute, disons, Z. Pour ne pas faire compliqué, donc, j'ai les deux coordonnées qui me permettent de localiser un point dans le plan, plus une troisième coordonnée qui me permet de localiser dans l'espace. R, θ, Z. Et on appelle ce système de coordonnées cylindrique. Parce qu'avec R et θ, nous pouvons avoir un cercle, n'est-ce pas? R et θ. Et puis, un cercle, si on lui rajoute une dimension verticale comme ça,
troisième dimension, donc je vais avoir un cylindre. Donc c'est une dénomination. On peut aussi rencontrer un système de coordonnées dans l'espace qui s'appelle coordonnées sphériques. Hein, je vous le dis maintenant, pour l'instant c'est une culture, ça relève de la culture générale. Hein, nous n'allons pas vraiment les utiliser en physique 1 ou en physique 2, hein, mais par la suite vous aurez à les utiliser lorsque les choses deviendront compliquées. Donc les coordonnées sphériques, c'est à peu près ce que vous aviez vu en géographie. Hein? Vous avez la planète Terre, vous avez ce qu'on appelle les latitudes qui sont comme ça, hein? Et puis vous avez les longitudes. D'accord? Lorsqu'on parle, par exemple, de la position de la ville de Tizi Ouzou, on dira qu'il est situé à un endroit situé à 20 degrés nord. Hein, vous remarquez bien que j'ai dit 20 degrés. 20 degrés, c'est une mesure d'un angle. C'est quoi cet angle-là? Hein? Si je suppose que Tizi est là, donc voilà le centre de la sphère. Hein? Là, c'est Tizi. Donc, là, c'est l'équateur. Hein, on est l'équateur. Hein, ça permet de scinder la planète Terre en deux. Et là se joint la position de Tizi vers le centre. Et ça va me donner un angle. Ça s'appelle une latitude. Déjà, appelons-la θ. Vous voyez, ça me permet de différencier la position d'une ville par rapport à une autre. Maintenant, en plus de ces latitudes-là, hein, j'ai les longitudes. Hein, et là, la référence, ce ne sera pas l'équateur, mais ça sera, disons, le méridien de Greenwich, supposons que c'est ça, qui passe par Greenwich. Maintenant, j'ai, pour faire un peu plus aéré, Greenwich se situe, par exemple, le méridien de Greenwich passe aux environs de Mostaganem. Donc, par rapport au méridien de Greenwich, c'est à l'est de Mostaganem qui se situe Tizi Ouzou. Donc, nous avons Tizi Ouzou, d'accord? Voilà le centre de la Terre. Voici le méridien de Greenwich. Maintenant, si je fais une projection, c'est-à-dire une longitude parallèle au méridien de Greenwich ici, vers l'équateur, donc je vais avoir un angle. C'est comme si je scindais la Terre en deux. Une projection de la position de Tizi Ouzou ici sur l'équateur. Donc je vais avoir un écartement horizontal comme ça. Donc je vais avoir un deuxième angle qui me permettra de situer la ville exactement par rapport aux latitudes et aux longitudes. Donc pareil pour les coordonnées sphériques. Donc, comme en mathématiques, il n'y a pas d'équateur, ni au tropique du Cancer ou du Capricorne. Donc, au lieu de commencer à compter à partir de l'équateur, je commencerai par compter de 0 ici. Donc, j'aurai un angle comme ça, qui commence de 0 jusqu'à pi. Et puis, j'aurai un autre angle qui me permettra de situer une certaine position, suivant un angle horizontal comme ça, qui ira de 0 jusqu'à 2pi. Nous avons deux coordonnées. Donc, l'une, je l'appellerai plutôt θ. Et puis, j'aurai phi. Et puis, il restera l'éloignement d'un certain point par rapport au centre de la sphère. Bon, pour la géographie, c'est par rapport au niveau de la mer qu'on mesure l'altitude par exemple, mais en mathématiques c'est par rapport à l'origine. Donc ça sera la position par rapport à l'origine de la sphère. Donc j'aurai r, θ, phi. On appelle ça les coordonnées sphériques. Elles sont définies grâce à une sphère. Donc r, θ, phi. Coordonnées sphériques, coordonnées cylindriques,
les coordonnées cartésiennes. Et dans les coordonnées cylindriques, si nous travaillons dans un plan, donc je les appellerai coordonnées polaires. Parfait. Donc, nous avons maintenant appris qu'il y a 3 systèmes de coordonnées usuels. Là, on peut en avoir plein. Mais cette année-là, vous allez surtout utiliser les coordonnées cartésiennes et puis les coordonnées polaires cylindriques lorsqu'on travaille à 3 dimensions. Parfait. Donc, maintenant, pour un scalaire qui est défini dans un point, donc, c'est à travers, il est connu, par exemple, une température à une position Y, Z. Et ça suffit largement, suivi d'une unité pour savoir, c'est bon, c'est identifié. Maintenant, pour les grandeurs qui ont besoin d'être orientées, nous avons besoin d'un autre concept mathématique. Là, nous avons besoin de l'orientation. Et là, nous devons définir ce que c'est que le vecteur. Un vecteur est un être mathématique qui est pourvu de quelque chose qui nous donne sa grandeur. Par exemple, je vais le nommer A. Maintenant, la notation la plus répandue, c'est de mettre une flèche sur un A. Mais c'est juste une convention. On peut trouver dans certains livres les vecteurs notés en gras. D'accord? L'essentiel, c'est de spécifier avant la notation des vecteurs, comment se fait-elle. Mais souvent, lorsque vous aurez des exercices en première année, vous allez utiliser les flèches parce que c'est la notation, vous avez appris au lycée, et puis vous avez l'habitude de l'employer. Donc, c'est un vecteur. Maintenant, l'importance de ce vecteur-là, elle est notée comme ça. Maintenant, comment différencier l'importance d'un vecteur par rapport à un autre? Il nous faudra une sorte d'unité. Une sorte d'unité, et je l'appellerai vecteur unitaire. Donc, c'est un vecteur dont l'importance est égale à l'unité. L'importance de ce vecteur-là, je vais l'appeler module. Donc, ça, c'est le module de A. Et le module de A, le module de A, ça sera le nombre de fois cette unité-là. Si je l'écris en notation vectorielle, donc, je vais mettre A est égal à son importance, il est de combien, il est grand, fois une unité. Vecteur unitaire, module, vecteur. Parfait. Maintenant, donc un vecteur caractérisé par un module. Maintenant, je peux le noter. Si je veux faire une illustration, je dessinerai une flèche. Mais ça ne veut pas dire que les vecteurs sont des flèches. La flèche, c'est pour montrer que la grandeur est orientée. Je peux représenter une force par une flèche, c'est pour dire que la force est une grandeur qui est orientée. Donc, elle est caractérisée par un module, par une direction qui est définie par son support. Un vecteur est porté par une droite. Et la droite montre la direction. Maintenant, si je prends un autre support comme ça, et j'ai un vecteur comme ça, un autre support qui est parallèle, je dirais que ce vecteur-là et ce vecteur-là ont la même direction. La direction est différente du sens. La direction est définie par les supports parallèles des vecteurs. D'accord? Donc, j'ai
un module, une direction définie par le support et l'ensemble des supports et des droites qui lui sont parallèles, et puis d'un sens. On doit notifier si une grandeur est notée dans une direction ou une autre. Donc, nous avons aussi le sens. Maintenant, suivant que le point d'application du vecteur est connu ou pas, on dira que ce vecteur-là est libre ou lié. S'il n'y a pas de point d'application défini, je dirais que c'est un vecteur libre, comme un vecteur qui nous donne l'intensité de la gravité, G. D'accord? Maintenant, on peut avoir un vecteur lié, c'est-à-dire où il y a un point d'application, donc il est lié à ce point, c'est ici qu'il s'applique. Voilà, donc ça c'est un vecteur, et là c'est une représentation géométrique. Maintenant, pour le formuler mathématiquement, j'écris comme ça. Maintenant, pour l'identifier encore et le différencier d'un autre, comme pour les points, je dois spécifier ce qu'on appelle les composantes de ce vecteur-là. Et pour ce vecteur-là, si je reprends par exemple un espace cartésien, où j'utilise les coordonnées cartésiennes, donc un plan orthonormé comme ça avec des vecteurs unitaires I, J et K. Maintenant, un vecteur est identifié par ses composantes. Les composantes signifient qu'un vecteur peut être exprimé suivant ces trois vecteurs-là, qui sont unitaires, J et K. Donc, ici, j'aurai une composante suivant I, une composante suivant J, une composante suivant K. Et ce sera la résultante de ces trois vecteurs. C'est une somme de trois vecteurs. Donc, j'aurai une composante suivant I que j'appellerai AX, pour identifier la différence de AY et de AZ. Ces paramètres-là s'appellent des composantes d'un vecteur. Je peux écrire comme ça, et puis il y a une autre notation qui se fait comme ça. A, AX, AY et AZ. Ça, c'est la notation du vecteur dans un plan orthonormé de type cartésien. Maintenant, je peux avoir l'expression de ce même vecteur-là dans un repère orthonormé où j'utilise les coordonnées cylindriques. Et là, je vais avoir comme vecteur unitaire, je vais avoir IGK, mais je vais avoir UR, Uθ. Nous apprendrons en cinématique comment définir. Donc, les composants suivants UR, Uθ, Rθ, et puis, comme je rajoute Z, donc je vais avoir un K. Donc, ici, j'écrirai AR, ici Aθ, et là, c'est AZ. Nous allons apprendre à faire des calculs avec ce système de coordonnées en abordant le chapitre de cinématique. Mais généralement, le système de coordonnées que j'utilisais, disons le plus simple, c'est le système de coordonnées
cartésiennes. Donc, on appelle AX, AY et AZ les composantes de ce vecteur-là. Maintenant, je peux effectuer des opérations sur ces grandeurs-là, soit vecteurs ou soit scalaires. Hein, parce que les lois de la physique, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent en relation des grandeurs vectorielles et des grandeurs scalaires. Hein? Nous savons, par exemple, nous connaissons l'expression de la loi, l'une des lois de Newton. F, ça c'est la résultante, la somme des forces est égale à MA. Vous voyez, elle met en relation un vecteur et un scalaire. Ici, il y a une opération entre, là je multiplie un scalaire qui est la masse par un vecteur et j'obtiens un vecteur. Ça c'est un type de relation entre scalaire et vecteur. Il y a des lois de la physique qui mettent en relation des vecteurs. Par exemple, si j'ai un déplacement à cause d'une force, donc la force, une grandeur vectorielle. Maintenant, le déplacement, lorsque je me déplace d'un endroit vers un autre, il y a une direction, n'est-ce pas? Si vous voulez vous rendre chez vous, vous n'allez pas prendre n'importe quelle direction, donc vous prenez la direction de chez vous. Lorsque ces deux grandeurs vectorielles sont associées, on dira que cette force-là fournit un travail. Lorsqu'elles se mettent en relation, ça me donne quelque chose qui est scalaire. Donc, lorsque je les mets en relation, ça me produit quelque chose qui est scalaire. Donc, j'appellerai l'opération qui me produit un scalaire à partir de deux vecteurs, un produit scalaire. Maintenant, il y a des lois où, lorsque je mets en relation deux vecteurs, ça ne me donne pas un scalaire, ça me donne un vecteur. C'est le cas du moment. Nous avons vu la relation dans du cours précédent. Fl, ça va me donner le moment de la force, ça va me donner un vecteur. Et nous apprendrons par la suite à déterminer le produit de deux vecteurs qui me donne un scalaire et le produit de deux vecteurs qui me donne un vecteur. D'accord? Mais comme je viens de le dire, si je résume, les lois de la physique, c'est des expressions mathématiques qui mettent en relation des vecteurs et des scalaires. Je peux avoir que des vecteurs, que des scalaires, soit des scalaires et des vecteurs ensemble. Pour les scalaires, moi, je pense que vous avez déjà appris depuis votre jeune âge à mettre ensemble des scalaires. Donc, je peux avoir des additions, des soustractions. Tout le monde sait que la soustraction est une forme d'addition. Si je mets A plus B, c'est la première opération que vous avez apprise. Maintenant, si je mets A moins B, ça veut dire que c'est A plus moins B. Vous voyez, c'est une forme d'addition. Vous avez vu la multiplication, AB, et la division. La division, c'est une forme de multiplication. Donc, c'est comme si je multipliais A par l'inverse de B. Si ça c'est un réel, ça aussi c'est un réel, l'inverse d'un nombre réel. Donc, je pense que tout le monde sait faire ça. Maintenant, les vecteurs aussi. Comme je peux effectuer des opérations sur les scalaires, je peux aussi effectuer des opérations sur les vecteurs. Donc, je peux avoir la somme de deux vecteurs. Mais attention, là, lorsque je somme deux vecteurs, c'est pas identique à la somme de deux scalaires.